Bonsoir. Alors, je vais vous parler le titre de la communication, c'est L'homme il y a 1,2 million sur les rivages de la Méditerranée. Donc, je vais vous parler de la grotte du Vallonné, que vous connaissez très probablement. Elle est connue depuis le début des années 60. Donc, je vais vous faire un petit peu une synthèse des connaissances sur cette grotte et puis ce qu'on sait ou croit savoir à propos des comportements humains à cet âge-là sur les rivages de la Méditerranée. Donc, l'industrie a été étudiée par Henri de Lublé, Dominique Coche et d'autres. Les déterminations paléontologiques, c'est Pierre-Élie Moulet, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Et puis, moi, je m'occupe plus précisément de l'archéozoologie, de la taphonomie. Alors, la grotte du Vallonné se trouve au-dessus, sur les hauteurs de la ville de Menton, donc pas très loin de la frontière italienne, à une centaine de mètres d'altitude aujourd'hui. Elle se présente comme cela, donc elle s'ouvre vers le nord. On a un petit diverticule, un couloir qui fait à peu près 5 mètres de longueur et puis qu'on voit ici. Là, on est vraiment dans l'entrée de la grotte, qui aboutit à une salle d'une vingtaine de mètres carrés. Et il faut savoir que le fond de cette salle ici est constitué par la coupe, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fouillé au-delà. On a l'intention de continuer des fouilles bientôt, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Au-delà de cette coupe, il est intéressant aussi de savoir qu'on est dans un massif karstique, ennoyé dans le podunk de roc brune, et qu'il y a des cheminées qui mènent vers l'extérieur. Voilà, donc quand on pénètre dans la grotte, on se rend compte qu'on a des rochers comme ça qui sont à même le sol, probablement écroulés du toit. On a une épaisseur, je dirais une hauteur de la grotte en elle-même fait entre 2 mètres et 2,50 mètres de hauteur maximum. Et puis, vous voyez des rochers ici sur la gauche de la salle, creusés par la mer. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ici, une petite illustration d'un crâne de loup avec un métapode de bison. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des rochers creusés par les vagues, par la mer, à 100 mètres d'altitude aujourd'hui? Eh bien, parce que nous avons un dépôt marin qui s'est déposé il y a à peu près 1,2 million, 1,3 million ans, et qui a succédé au premier ensemble, le premier ensemble étant un plancher stalagmitique. Alors, ici, je vous ai montré la datation uranium-plomb qui a été faite récemment et qui a été publiée en 2017 par Véronique Michel et collègues. Et donc, je reprends la stratigraphie, un ensemble stratigraphique, un plancher stalagmitique, daté d'environ 1,2 million, une plage marine littorale dans laquelle on trouve, là vous avez un palais de diodon, c'est un poisson tropical, je vais vous montrer ensuite, du phoque-moine, plusieurs ossements de phoque-moine. Pourquoi un niveau marin à cet endroit? Eh bien parce que le continent était plus bas, on était dans une période tropicale ou subtropicale, le niveau de la mer était plus haut qu'aujourd'hui. Donc, on était bien dans une grotte littorale. Ensuite, un niveau qu'on appelle l'ensemble stratigraphique 3, c'est celui qui nous intéresse parce que c'est celui dans lequel nous avons trouvé toute la faune épigallafranchienne et des pièces d'industrie lithiques. Et puis ensuite, 2 autres niveaux stratigraphiques, dont surtout celui-ci qui est l'ensemble stratigraphique qui a permis le plancher stalagmitique, ce qu'on appelle la stalagmite de fermeture, qui a cloisonné le remplissage et qui l'a donc protégé jusqu'à sa découverte en 1957. Donc voilà, je vous ai mis le diodon et puis le phoque-moine. Alors, au niveau de la stratigraphie, donc voici les 2 premiers ensembles, le plancher stalagmitique à l'entrée, le niveau marin, et notre ensemble ici, stratigraphique 3. Alors, c'est un ensemble qui est, du point de vue paléomagnétisme, est positif. Donc, je vous ai parlé de la datation récente qui a été faite par la méthode d'uranium-plomb.
En fait, dans les années 80, une autre datation avait été faite avec la méthode ESR et avait donné une datation pour cet ensemble un petit peu plus jeune, plus récente, c'est-à-dire qu'on était aux environs du million d'années. Là, avec la méthode uranium-plomb, on serait aux alentours de 1,2 million. Donc, soit contemporain dans le premier cas de l'épisode de Jaramillo, soit dans le deuxième cas de l'épisode de Cobb-Montaigne. Alors, au niveau de la biostratigraphie, qu'est-ce que ça donne? Là, je vous ai mis uniquement les espèces microvertébrés compris, uniquement les espèces significatives qui nous aident en fait à dater le remplissage, cet ensemble stratigraphique 3. On se rend compte qu'on a on a 4 espèces qui sont tout à fait villafranchiennes, en tout cas qu'on retrouve, pas tout le temps, mais qu'on retrouve dans certains sites datés de plus d'1 million 200 000 ans. Puis, on a un certain nombre d'espèces que l'on retrouve dans des sites, pas toujours là aussi, mais dans des sites inférieurs à 800 000 ans. Donc, le vallonné, sachant qu'on a des formes villafranchiennes évoluées, et on a des formes de ces espèces plus modernes dans leur forme archaïque. Alors, voici la liste d'espèces complète, donc un certain nombre de carnivores. Tout à l'heure, on parlait avec l'exemple de Yunxian du nombre de carnivores. Ici, on en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est dans un site en grotte. Contrairement à ce qui se passe dans les sites en plein air, évidemment, on est circonscrit dans l'espace, mais on a une plus grande chance d'avoir accumulé un certain nombre d'époques différentes et donc d'occupations différentes par différents acteurs, différents usagers de la grotte. Un certain nombre aussi d'herbivores. Donc là, vous reconnaissez les plusieurs espèces que vient de citer Raphaël Sardella, comme Sustrozzi, Stephanorhinus sunshine-mensis, etc. Donc on n'est pas loin de l'Italie, c'est normal. Des rongeurs, un insectivore, et puis des reptiles, dont la couleuvre de Montpellier. Alors, au niveau de la palynologie, c'est-à-dire de l'étude des pollens, reconstitution de la paléobotanique, donc à nouveau les deux premiers ensembles stratigraphiques, la plage marine. Bon, là, ici, la différence entre les pollens d'arbres et les pollens non-arbres. Là, on voit que dans l'ensemble stratigraphique 3, on a les 2 premiers tiers du remplissage, on n'a pas d'arbres, ou très peu d'arbres. Et puis, progressivement, le climat se réchauffe. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans un climat froid, plutôt stépique, peut-être avec quelques arbres, quelques essences dans les fonds de vallée. Et le climat se réchauffe progressivement au sommet de l'ensemble stratigraphique 3. Les industries. Alors, les industries, nous avons actuellement un petit peu plus de 100 pièces d'industries retrouvées dans la grotte. Il s'agit de matières premières qui sont relativement locales ou semi-locales, de quelques centaines de mètres ou kilomètres. La matière première étant donc locale. C'est pas une matière première excellente. On est dans les Alpes, au sud des Alpes. On a quand même par exemple cette pièce-là en silex. Et puis des petits éclats aussi en silex qui sont retouchés pour cela, parce qu'ils sont pas fréquents. On a fait aussi des études de traces d'utilisation sur les éclats. Donc, on retrouve un certain nombre d'indices d'utilisation, micro-encoches, lustrage, poli. Alors, l'assemblage en fait des industries du vallonné se rapproche des sites que l'on connaît, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et dont on parlera demain. En particulier, Bois-de-Riquet, qui semble être le site le plus proche d'un point de vue biostratigraphique, du point de vue de la datation, mais aussi des sites plus anciens comme Piro Nord, Cima del Elefante en Espagne, et puis les sites du bassin d'Orsay, Fuente Nueva et Barranco. Alors, on peut quand même dire qu'il y a une certaine
proximité avec le site, par exemple, de Club Belvedere des Montepoggiolo, qui consiste dans la dominance d'un macro-outillage. Alors que dans d'autres sites, comme celui de Pirro Nord et de Barrancoleón ou de Fuentenueva, on a plus affaire à une production intense d'éclats de débitage. Plus largement, nous appelons cette culture pré-oldovoyen ou oldovoyen archaïque, qui consiste en quoi? Qui consiste dans le fait que les éclats sont très, très rarement retouchés. Ils le sont parfois, mais dans l'oldovoyen typique, on a davantage d'éclats retouchés. Donc, on est proche de sites très, très anciens, les plus anciens, en fait, d'Afrique de l'Est, comme Kadagona, comme celui de Fejej, et puis celui de Yiron, qui n'est pas figuré ici, mais qui se trouve en Israël, et puis celui de Dmanisi, dans le Caucase. Alors, quand on est dans un site comme ça, donc ça c'est la route aujourd'hui, vous voyez, il y a un petit ruisseau qui passe en bas, elle est bien pratique, d'ailleurs elle a sans doute été longuement occupée jusqu'à ce que cette stalagmite de fermeture ne cloisonne complètement le remplissage. Cette grotte, quand on trouve une grotte comme ça et le matériel dont je vais vous parler, on se pose ce genre de questions. Est-ce qu'on a affaire à un piège naturel? Est-ce que tous les ossements qu'on a trouvés dans ce site sont arrivés là par hasard, ont dégringolé? Est-ce qu'on est dans un repère de carnivores? Peut-être d'hyènes, peut-être d'ours, de canidés, on a vu la liste d'espèces importante, de nombreux carnivores. Ou est-ce qu'on est dans un habitat anthropique? Alors, se poser ces questions, c'est essayer de répondre à ces questions-là. Qui ont été les occupants? Qui ont été les accumulateurs et les modificateurs? Je reprends le vocabulaire de Camille Dejarre tout à l'heure, hein, c'est le même. Et puis, quelles ont été les proies et quel traitement elles ont subi. Alors, voilà l'assemblage. On a énormément d'objets dans une salle, je vous rappelle, qui fait une vingtaine de mètres carrés sur 1 mètre, 1,50 m de remplissage, hein, maximum. On a énormément d'objets. On a beaucoup doses déterminées, mais surtout énormément d'esquisses, c'est-à-dire de fragments osseux en tout genre, c'est-à-dire de toute taille, de toute forme, qui ont été étudiés. On a différencié les os longs, les os plats, les os courts, etc. On a une proportion d'esquis indéterminés qui est de 70% sur l'ensemble des ossements. Là, vous avez des restes dentaires, des os déterminés, vous voyez, c'est presque... Autant vous dire qu'à ce stade, il est très difficile de faire des comptages et puis de se référer, comme dans des sites où les objets sont mieux conservés, à des affaires de proportion. Ça complique encore plus la donne. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur tous ces ossements, sur cet assemblage, c'est qu'on a très peu d'altérations climato-édaphiques, c'est-à-dire de dissolution due à l'exposition au climat, aux intempéries ou à la végétation. On a donc une très forte fragmentation, si je l'ai dit, et puis on a aussi une part osseuse importante. Alors, ça, on le sait parce que, par exemple, on retrouve souvent des dents alignées comme dans l'ordre anatomique, mais on n'a pas l'os qui va autour. Donc, on sait qu'il y a de l'os qui a disparu. Alors, quant à la première question, occupant, accumulateur ou modificateur, ou les trois, le carnivore le plus fréquent, c'est l'ours. C'est Ursus de Ningiri. On a beaucoup de restes, pas loin de 1000. On a un minimum de 31 individus. On a tous les os du squelette, alors en très très faible proportion par rapport au nombre de dents. Mais on peut penser, quand on fait une courbe d'âge à partir de l'abrasion des dents, qu'on a affaire à une population plutôt âgée et donc à un animal qui est mort tout seul. Il est venu dans la grotte, il est mort peut-être en hibernation. Et on peut dire aussi que pour ce qui est des traces qu'on retrouve sur les os de son squelette, c'est celui peut-être qui a le plus d'altération de surface sur les os, mais on retrouve aussi des marques de carnivores un petit peu dessus.
mais on ne retrouve pas d'autres altérations. On n'a pas l'impression qu'il ait été charogné vraiment vivement, par exemple, par l'hyène. L'hyène, Pachycropita brevirostris, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Donc, cette hyène géante, l'ancêtre de la hyène tachetée actuelle, on a moins de restes, on a quand même beaucoup d'individus, mais ils ne sont pas morts, forcément, ce sont beaucoup de dents lactéales. Donc, le site du Vallonné était ce qu'on appelle une nurserie pour l'hyène. D'ailleurs, là, vous avez une mandibule entière, bon, lui, il est mort, donc avec des dents de lait ici, et puis des dents d'adultes qui pointent. Ce qui est intéressant, on n'a pas de coprolite, on ne sait pas l'expliquer, si ce n'est que même, y compris à l'échelle microscopique, est-ce que c'est parce que ce n'était pas l'endroit? Il y a une différence qui existe entre le comportement de Pachycropita et celui des hyènes actuelles. Donc, bon, on va se garder d'actualisme, mais effectivement, là, on n'a pas de coprolite. On parle d'os semi-digérés, on n'en a que 8 sur les 25 000 esquilles et les 30 000 ossements. Donc, c'est très peu. Il n'en reste pas moins que la hyène a... Donc, ça, c'est une courbe d'âge, hein, ce n'est pas une courbe de mortalité, c'est une courbe de ceux qui ont fréquenté la grotte. Il n'en reste pas moins que la hyène, on retrouve des faciès de destruction des os qui sont caractéristiques, qu'on connaît bien, en particulier sur les os de rhinocéros. Bon, je passe rapidement sur les autres carnivores qui sont nombreux. On a des courbes de mortalité un petit peu, toujours mortalité d'adultes. Et puis, j'en arrive aux herbivores. Alors, les herbivores, l'herbivore le plus fréquent, le plus abondant dans la grotte du Vallonné, c'est Pseudoderma nesti valloneta 6, pareil, on en a parlé juste avant, avec 3000 restes déterminés et puis au moins 45, vous imaginez, une petite salle de rien du tout, comme je le disais, avec tous ces individus. 45 individus minimum pour le Pseudoderma. Alors là, on a une courbe de mortalité vraiment... ils sont morts adultes, peu jeunes et peu âgés. On a retrouvé des bois aussi, des bois de cerf, des bois de chute et puis des bois de massacre. Ensuite vient le bison, toujours en nombre d'individus, hein, je descends. Le bison, 730 restes, 21 et donc là vous avez des métapodes, une courbe de mortalité, pareil plutôt des jeunes adultes. Le rhinocéros, Stephanorhinus chaimensis. Alors lui, des très jeunes. D'ailleurs là, vous avez un palais de jeunes. Et puis lui, ce qui est intéressant, c'est que ça, je vais en parler juste après, mais sa représentation squelettique, c'est-à-dire les os du squelette qu'on retrouve pour cette espèce-là, les proportions sont erratiques. C'est quelque chose c'est un calcul qu'on fait pour savoir si l'animal est mort entier. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'ours, par exemple, il a une représentation squelettique assez uniforme sur tout le squelette. Chez le rhinocéros, on a une représentation squelettique qui n'est pas significative. C'est aléatoire. On dirait qu'il est arrivé là vraiment par hasard et probablement en morceaux, bien sûr. Voilà. Et puis la cinquième grande espèce la mieux représentée, c'est le Prémégacéros verticornis, confère verticornis. Alors lui, c'est lui qui présente le plus en proportion de marques possiblement attribuables à une action anthropique. Il y a peu de marques de carnivores associées. Et il a une courbe de mortalité, lui, plutôt naturelle, c'est-à-dire plutôt des jeunes et plutôt des âgés. Bon, je ne parle pas non plus j'avance un petit peu, des autres herbivores. Alors voilà la représentation squelettique. Malheureusement, vous avez vu le taux de fragmentation qui est extrêmement élevé. La chance qu'on a, c'est uniquement finalement de pouvoir déterminer des ossements quand ils ont des caractéristiques anatomiques qui permettent leur détermination.
Alors, pour toutes les espèces, on a beaucoup de dents. Les dents sont toujours noires, vous voyez. Noires, c'est-à-dire que c'est ceux qu'on retrouve le plus. Et puis ensuite, on a des os longs, très peu de vertèbres, vraiment très peu. Des os longs, alors par exemple, chez les rhinocéros ici, on a un petit peu du membre postérieur, un petit peu du membre antérieur, mais on n'a pas trop les bouts des pattes. Chez le bison, c'est un petit peu pareil. C'est pas... Par contre, donc, chez les grands cervidés, c'est un petit peu plus... Il faut dire que c'est par rapport relativement au nombre d'individus, hein, je vous dis ça. On a les deux membres antérieurs et postérieurs qui sont mieux représentés. Mais en réalité, même pour l'ours, vous voyez qu'on a comme je vous le disais, on a finalement ce qu'on a eu la chance de pouvoir déterminer anatomiquement et spécifiquement, bien sûr. Donc, ce n'est pas très significatif. Là, on a plus l'impression de regarder en fait des problèmes de conservation différentielle, c'est-à-dire de différence de conservation entre des os qui sont déterminables et des os qui ne le sont pas. Alors, en ce qui concerne l'activité carnivore, parce que je me suis beaucoup concentrée sur la description des traces laissées par les dents de carnivores. Donc là, je vous parlais, il y a 8 os qui sont semi-digérés, c'est-à-dire qui montrent des traces de digestion qui sont passées par le système digestif d'un carnivore qui a des sucs gastriques assez agressifs. Beaucoup, en fait, ce qui domine au vallonné, c'est ça. Ce sont les bords rongés qui sont des bords lustrés. C'est un moment où l'os n'a plus... Enfin, il est éloigné de l'époque où il appartenait à une espèce, où il appartenait à une partie d'un squelette. Il est devenu un os que des carnivores vont venir ronger très tardivement. Ça, c'est important. Je vais en reparler. Il y a aussi ce genre de ce qu'on appelle les bords crénelés ou les encoches conchoïdes dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ce que je vous disais, c'était que c'est ça, là, ce qui est en rouge ici, Meowing Marks, c'est les marques de rongement qui sont les mieux représentées et à peu près sur toutes les espèces, quoi. Vous voyez, tout de suite après, ce que j'appelle moi les rainures longues, furrowing, qui sont contemporaines ce sont des rainures longues qui ne seront pas sur un bord, qui seront plutôt ailleurs sur l'os. Et ça, ce sont des marques qui s'adressent à des os de toute espèce et tout type d'os du squelette. Alors voilà, j'ai tenté ici de faire une étude un petit peu sur les récurrences de ces types de marques en fonction du type d'espèce, etc. Et c'est là que je suis arrivée à cette conclusion que vraiment l'assemblage du vallonné était surtout modifié très tardivement, c'est-à-dire que les os sont restés très longtemps en surface avant de se retrouver effectivement enfouis. Seuls quelques ossements, quelques espèces diffèrent, en particulier le grand cervidé. Voilà. Et ce qui est important aussi, ce que j'ai pu voir au vallonné et ce que j'ai pu voir aussi sur d'autres assemblages sur lesquels j'ai pu travailler, comme Yunxian, Fegege, Isernia, etc., c'est que, en fait, il me semble intéressant pour chaque espèce d'essayer de trouver un profil de modification spécifique et puis un profil de traces de surface qui lui sont associées, parce que je pense que chaque espèce s'inscrit dans une fonction déterminée dans un paysage, à faire qu'elle soit herbivore ou carnivore, à un adverse, et donc, en tous les cas, c'est la voie que je poursuis. Et puis, pour finir, alors, comme si ça ne suffisait pas, le niveau de fragmentation incroyable, la difficulté de détermination, etc. On a un perturbateur ultime, mais vraiment ultime, c'est-à-dire qu'il est venu, comme le disait aussi Camille Dojard, c'est-à-dire qu'il vient, il recouvre beaucoup d'ossements,
il vient, il masque des traces, mais surtout, il intervient en tout dernier. Il est vraiment l'ultime. C'est-à-dire qu'on ne retrouve jamais de traces sur les traces de porc-épic. Alors, ça s'explique, c'est logique, puisque le porc-épic, lui, il vient ronger des os pour façonner sa dentition, et puis pour acquérir du calcium. Donc, il ne va pas s'attaquer à des os frais qui risqueraient ensuite d'être... Mais c'est un marqueur de l'aspect très tardif de l'enfouissement de cet assemblage dans le sédiment. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas ou très très peu dans des sites en plein air, puisque les sites en plein air, si les os ne sont pas recouverts très vite, on ne les retrouve pas. Ils ont tendance à disparaître parce qu'ils sont trop exposés aux variations du climat, etc. Donc, on a des taux de modification par le porc-épic qui sont impressionnants. On a énormément de traces de porc-épic sur les os du vallonné. Alors, j'en viens aux marques, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Ce n'est pas tellement la reconstitution des comportements fossiles des carnivores. Ce sont les marques anthropiques. Alors, les marques anthropiques, on en a. On a des stries, comme ça, dont on peut dire qu'elles sont rares. Tout à l'heure, on parlait d'une dizaine de stries sur l'assemblage de Yunxian. Il n'y en a peut-être pas beaucoup plus sur l'assemblage du vallonné. En réalité, elles sont rares, malgré qu'on a des surfaces osseuses qui sont de bonne qualité relativement. La difficulté qu'on a, c'est qu'elles sont souvent emplies de sédiments et que gratter le sédiment pour aller voir la forme de la strie, ça revient à détruire la matière osseuse parce que le sédiment est plus dur. On a aussi des choses assez... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'elles ne sont pas standardisées. Elles se standardisent plus tard. Elles se standardisent, par exemple, à l'Arago, à partir de 550 000 ans. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes traces au même endroit du même os de la même espèce. Enfin, c'est dit schématiquement, mais c'est un petit peu à ça que ça revient. Mais on a ces traces rares, non standardisées, et puis on a des choses comme ça. On a ce qu'on assimile à des traces de raclage. C'est-à-dire que sur des os longs, c'est peut-être ce qui nous ramène aux traces d'utilisation qu'on a retrouvées sur certains éclats. On a des traces comme ça, sur certains os longs d'herbivores. Là, c'est du bison. Il n'y a pas que du Premegacéros. Alors, ça veut dire qu'on a affaire à des comportements humains qui sont opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas leur proie. On l'a vu déjà dans les courbes de mortalité, etc. Il n'y a pas de marque sur le rhinocéros. Tout à l'heure, on se posait la question. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le bison et le Premegacéros sont les carcasses les plus utilisées par l'homme. Donc, j'en reviens à mes trois questions. Est-ce qu'on a affaire à un piège naturel? Il ne semble pas. Il semble que l'accumulation est très longue, se fait sur un très long terme. S'il y a une succession de biotopes, il y a une succession d'occupations, c'est long. On a trouvé des os en connexion anatomique, on a trouvé... donc, on a eu la preuve que les os sont restés très longtemps à la surface avant d'être enfouis. Est-on face à un repère de carnivore? Eh bien oui, on s'en est rendu compte avec l'activité de la hyène, par exemple. Là, je ne vous ai pas mis, mais je pourrais vous mettre les diaphyses transformées en cylindres, les diaphyses d'humérus, par exemple, de rhinocéros. Elle a mangé les deux extrémités. Il y a beaucoup d'ossements de rhinocéros ou de bison que la hyène a croqué, parce que c'est le terme, la hyène mange de l'os, et ça fait partie de son régime alimentaire. Et puis, surtout, une activité tardive intense, comme je l'ai dit. Donc, on a affaire quand même à de multiples intervenants. Il y a des os sur lesquels on peut lire une histoire avec 4-5 intervenants différents. C'est incroyable. Ça, je l'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je pense il est important d'essayer de distinguer l'ordre des interventions. J'ai parlé aussi du porc-épic. Il me semble que c'est une des clés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans un site.
quant à savoir s'il s'agit d'un habitat anthropique, il me semble qu'on est face à une activité anthropique qui est balbutiante, qui est grossière et qui n'est pas standardisée, mais il y a des traces claires qui sont discernables, comme dans d'autres sites de culture oldovayenne archaïque, d'Europe ou d'Afrique. Je pense à Pire-au-Nord, je pense à Baudriquet, je pense aussi au site du bassin d'Orsay, de Ventamisena et de Fuentenueva. Donc, on en est là. Et le vallonné apporte clairement cette conclusion. Je vous remercie.